Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais me présenter. Je suis donc le professeur Abdelnasser Smati. Je suis directeur général du bureau d'études en ingénierie pétrolière et gazière, Pégase Engineering. J'ai été d'abord enseignant à l'université de Boumerdès pendant 20 ans. J'ai beaucoup enseigné la recherche opérationnelle en particulier. Et en 2012, donc avec un certain nombre de mes étudiants, nous avons décidé de créer un bureau d'études. C'est pratiquement le seul bureau d'études algérien privé dans le secteur des hydrocarbures. Donc la communication ou la présentation que je vais vous faire concerne ce qu'on appelle le LifeX. Donc le LifeX, c'est l'extension de la durée de vie des installations vieillissantes. Voilà. Donc une brève présentation d'abord du bureau d'études, donc Pégase Engineering. Donc c'est un bureau d'études privé algérien spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière, créé en 2012, donc certifié ISO 9001, avec un staff technique de 45 ingénieurs permanents. Donc, qu'est-ce que le concept LifeX? Le concept consistant à augmenter la durée de vie d'une installation industrielle âgée, vieillissante, sans augmenter les risques, est appelé en terminologie anglo-saxonne Lifetime Extension, ou bien plus court, LifeX. Ce concept a vu le jour au milieu des années 80 avec la problématique de vieillissement des centrales nucléaires. Je pense que vous devinez pourquoi dans le milieu des années 80, c'est juste après la catastrophe de Tchernobyl. Ce n'est que vers le début des années 2000 que l'intérêt des autres secteurs industriels pour le LifeX, y compris l'industrie des hydrocarbures, a commencé à se manifester. Depuis, il a gagné en maturité et fait l'objet de nombreux travaux scientifiques et de réalisations à travers le monde. On peut citer en particulier les rapports édités au Royaume-Uni et en Norvège. Vous voyez la date, ce qu'on appelle le programme KP4 au Royaume-Uni. C'était en 2014. Et pour la Norvège, c'était en 2017. Ce sont des rapports qui, préliminairement, donnent les directives pour réussir un LifeX. Je donne quelques exemples de réalisations LifeX les plus récentes dans le monde. Nous avons donc le premier qui est en Asie du Sud-Est. C'est un champ de production de gaz qui a été mis en activité en 2004, dont la durée de vie prévisionnelle initiale devait se terminer en 2024 et qui fait l'objet d'un LifeX, d'une extension de la durée de vie de 20 ans. Nous avons au Royaume-Uni une FPSO gaz. Une FPSO, c'est une unité de traitement de gaz flottante parce que les puits sont offshore. Donc l'année de mise en service n'est pas donnée, mais la fin de vie, c'est pour 2022, et il y a donc un projet d'extension de sa durée de vie de 7 ans. En Australie, la même chose, donc un FPSO gaz, année de mise en exploitation 1999, fin de vie prévisionnelle 2024, projet d'extension de 20 ans. Et ainsi de suite, pour d'autres... Je veux juste que vous remarquiez que les durées d'extension de la durée de vie varient beaucoup. Ça va de 1 année jusqu'à 25 ans. Qu'en est-il en Algérie? Le premier projet LifeX a été lancé cette année par le groupement Sonatrach avec la société française Total pour un champ de production de gaz
Donc c'est un projet qui a fait l'objet d'un appel d'offres international. Donc il y a eu 3 soumissionnaires, 2 bureaux d'études étrangers et Pégase. Nous avons été retenus techniquement, dans le sens qu'on a accepté nos propositions, sauf que financièrement, une des entreprises étrangères issues de l'Asie avait un coût encore plus bas que le nôtre. Donc c'est eux qui ont eu le projet. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir au-delà de cette anecdote, c'est que le LifeX commence quand même à être initié en Algérie. Bon, quels sont les principaux facteurs qui ont vu l'émergence du LifeX? D'abord, ce sont les progrès dans les outils d'inspection de grande précision. Vous en avez ici une vue. Ensuite, le développement de modèles de caractérisation des états de dégradation, le développement de modèles mathématiques de prévision de l'évolution des processus de dégradation et le développement de domaines de prévision de la durée de vie résiduelle. Je donne ici juste quelques aperçus des outils d'inspection qui peuvent être des outils manuels ou bien des outils motorisés. Cet outil, par exemple, fait carrément tout seul le tour de la canalisation. Ou bien, le même ici, il fait le tour de ce séparateur. La problématique LifeX en Algérie. De nombreuses unités de l'infrastructure du secteur du pétrole et du gaz en Algérie approchent ou ont dépassé leur durée de vie originale de conception. Généralement, dans notre secteur, on considère que 20-25 ans sont considérés comme le délai de durée de vie sûre d'une installation. Pourtant, même après ces délais de prévisionnels, de nombreux gisements pétroliers et gaziers produisent encore des niveaux substantiels d'hydrocarbures, en raison principalement des progrès dans les techniques de récupération. Ceci est induit comme alternative soit le remontage et le remplacement de toutes les installations vieillissantes, ou bien la prolongation de la durée de vie de ces installations existantes. L'intérêt économique du LifeX. L'industrie des hydrocarbures est fortement capitalistique, c'est-à-dire qu'elle nécessite de très gros investissements. En Algérie, elle se chiffre en milliards de dollars par an. Le programme de Sonatrach pour 2022-2024 prévoit un investissement de 40 milliards de dollars. Donc si on pouvait tirer ne serait-ce qu'un petit pourcentage en utilisant le LifeX, les gains seraient énormes. Bon, c'est pourquoi il est important d'un point de vue économique d'envisager si certaines unités de cette infrastructure peuvent être utilisées ou réutilisées au-delà de leur durée de vie prévue, tout en tenant compte des considérations de fiabilité, sécurité et d'intégrité technique et opérationnelle. Bon, je pense que la majorité ne sont pas initiés à ce que c'est qu'une chaîne pétrolière ou gazière. Je vais donner juste un petit exemple. Donc, nous avons un champ de production de pétrole ou de gaz. Ensuite, un réseau de collecte. Ce sont des canalisations qui dirigent le produit des puits vers une unité de traitement. Le pétrole ou le gaz ne sort pas du gisement et arrive sur le client. Il faut d'abord le traiter pour enlever certains composants qui sont nocifs. Ensuite, vous avez un pipeline et un centre de stockage. J'ai écrit sommaire parce qu'il y a plein d'autres installations autour. Les pipelines, en général, ils peuvent être alimentés de plusieurs unités de traitement. La même chose pour le centre de stockage. Donc, ce qu'on va retenir, c'est principalement le champ de production et l'unité de traitement qui ont une liaison ombilicale. Je vais expliquer pourquoi dans ce qui suit. D'abord, quelques notions importantes à connaître dans le LifeX. Pour pouvoir comprendre le LifeX, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'une durée de vie prévisionnelle,
Qu'est-ce qu'une durée d'extension de la durée de vie? Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? Qu'est-ce que c'est que la durée de vie résiduelle? Qu'est-ce que c'est que l'obsolescence des équipements? Et enfin, la division systémique des installations complexes. Pourquoi on procède à cette division? On va reprendre à chaque point individuellement. La notion de durée de vie prévisionnelle. Donc, lors de la maturation d'un nouveau projet, unité de traitement ou pipeline ou autre, on se fixe une durée de vie prévisionnelle. C'est-à-dire, avant même de le réaliser, on se fixe sa durée de vie. Cette durée de vie prévisionnelle est principalement liée aux prévisions de production du gisement. Toute la phase d'ingénierie de l'unité est basée sur la durée de vie prévisionnelle. Ça paraît, il ne s'agit pas de donner une date comme ça, mais la conception même de l'unité va se baser sur cette durée de vie. Quel type de composants je dois utiliser, quel type de matériaux je dois utiliser, de manière à ce que je puisse assurer ma production durant la durée de vie prévisionnelle, 25 ans par exemple. Je représente ça schématiquement. Donc nous avons le profil de production attendu d'un gisement. Lorsqu'il commence en exploitation, il monte progressivement, le débit de production monte progressivement. Ensuite, ce qu'on appelle une phase de démarrage. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase plateau, où le débit est à peu près constant. Et ensuite, il y a une phase de déclin. L'idéal dans une conception, ce serait d'avoir, si je mets ici un taux de défaillance de l'unité de traitement, ou bien ça, le taux d'indisponibilité, ça peut être de toute l'unité, je le trouve, je pense, la courbe en baignoire que tout le monde en maintenance ou en fiabilité connaît. Donc l'idéal, c'est d'avoir donc la durée de démarrage qui coïncide avec celle-ci, et surtout la zone d'usure qui correspond à la phase de déclin. Comment ce graphe va se traduire dans le contexte LifeX? Là, je repris le dernier graphe. D'accord? Donc, je disais, parfois, on a prévu de produire pendant 25 ans, et il s'avère qu'il y a encore un peu plus de produits, de pétrole ou de gaz dans le gisement, ou bien on a utilisé des techniques qui permettent de récupérer encore plus de produits. Bien sûr, on ne va pas se priver, donc ça se traduirait comme ça, mais vous remarquerez que si je ne fais rien, ce plateau-là ne sera jamais assuré parce que le taux de défaillance sont très importants. Et donc l'idée du LifeX, c'est quoi? C'est de créer une courbe de cette nature. Donc il s'agit, si vous voulez, de définir les moyens d'avoir une extension donc, de la durée de vie de l'unité. D'abord, la deuxième notion, c'est la notion de vieillissement. Souvent, on comprend vieillissement égale âge. Pour des équipements, ce n'est pas sûr. Il y a des installations qui ont vieilli en 2 ans. Il y en a d'autres qui sont toujours jeunes après 40 ans. Donc, il faut que cette notion de vieillissement qui est liée au LifeX soit clarifiée. D'abord, le vieillissement d'un équipement caractérise son état de dégradation, l'évolution de cette dégradation au fil du temps et avec une probabilité croissante de défaillance au cours de sa durée de vie. Le vieillissement n'est pas toujours lié à l'âge, c'est ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce qu'un équipement est ancien qu'il se détériore considérablement et qu'il n'est plus sûr. Donc il y a bien sûr l'influence de la qualité de la maintenance, mais il y a aussi parfois des erreurs dans la conception, des erreurs d'engineering, soit de matériaux, et on a quelques cas assez criants en Algérie. Je sais que M. Belabbès connaît l'histoire de l'OH1. L'OH1, c'est un pipeline qui, en 18 mois,
entre guillemets, est devenu vieux. Il y a eu à la conception quelques erreurs qui ont fait que donc, la corrosion a été, on appelle ça une corrosion fulgurante, d'accord? C'était une corrosion de type bactérien. Et donc, la conséquence, c'est un pipe qui a vieilli. On a pris, par la suite, je ne vais pas développer ici, c'est trop long, on a remplacé certains tronçons par de la fibre de verre pour éviter l'acier, ainsi de suite. Mais c'est, par contre, un ouvrage dont la durée de vie est extraordinaire et qui peut être cité à travers le monde, c'est l'OB1, le pipeline qui relie Hald al-Hamra à Bougie. L'OB1, c'est un cas d'école. L'OB1, ça a été le premier oléoduc construit en Algérie, c'est en 1959. Donc, il a continué à fonctionner avec de très bons résultats. Peut-être M. Blades pourrait confirmer. Mais il y avait une certaine problématique, c'est qu'il fonctionnait, les stations de pompage fonctionnaient avec des moteurs diesel de la société Alco. Les moteurs diesel étaient encore en parfait état, mais la société Alco a disparu. Donc je vous laisse deviner la suite. Plus de pièces de rechange, ou bien plus exactement, difficulté d'obtention de la pièce de rechange. Bon, depuis, ce n'est qu'aux environs des années 2000 que ce type de moteurs ont été changés. C'est pratiquement après 40 ans de service. Donc le vieillissement n'est pas lié obligatoirement à l'âge, c'est ce qu'il faut retenir. Estimation de la durée de vie résiduelle des équipements. Donc, pour pouvoir essayer de faire du life fix, c'est-à-dire prolonger la durée de vie, il faut essayer de savoir quelle est la vie qui lui reste à accomplir. Donc, pour cela, nous allons utiliser juste un modèle simpliste pour expliquer ce que c'est que la durée de vie résiduelle. Donc l'état de l'équipement dépend du type de dégradation matérielle. Ça peut être des corrosions, des fissurations par fatigue, etc. Les résultats d'inspection sont utilisés pour quantifier ces modèles. L'étape clé donc dans l'estimation de la durée de vie résiduelle, en anglais Remaining Useful Life, ou RUL tout simplement, à l'aide de méthodes de pronostic. Donc, l'estimation de la durée de vie résiduelle se fera à la base de la collecte de données d'inspection. Il faut inspecter obligatoirement. L'analyse des mécanismes de défaillance. La sélection du modèle de durée de vie résiduelle, déterministe, probabiliste, nous allons en parler juste après. La comparaison des durées de vie résiduelles avec la durée d'extension. Si la durée de vie résiduelle est inférieure à la durée d'extension, il faudra prendre des mesures pour l'allonger. Une conclusion sur l'opportunité d'extension de la durée de vie, c'est-à-dire un projet life fix, ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement une extension. Il est possible qu'il arrive à la conclusion que non, on ne peut pas étendre, il faut faire de nouvelles installations. L'estimation déterministe de la durée de vie résiduelle. Donc, nous avons, par exemple, une inspection et elle va nous donner une cartographie de l'état de corrosion de l'équipement. Une première inspection, quelques temps plus tard, je réalise une deuxième inspection sur le même équipement. Vous remarquerez que les corrosions ici ont progressé, certaines même sont apparues. Après le matching va consister à recaler ce point-là, il faut le retrouver dans la deuxième inspection, mais si je connais l'évolution de la profondeur de ce point de corrosion, avec le temps, puisque j'ai l'intervalle de temps, je peux définir sa vitesse de corrosion. Donc schématiquement, ça donne ça. Donc, j'ai l'épaisseur nominale, c'est-à-dire initiale, à l'instant du démarrage du projet. J'ai l'épaisseur critique qui peut être calculée par des modèles, c'est-à-dire c'est l'épaisseur à partir de laquelle la défaillance va se produire. J'ai fait ma première inspection, j'ai trouvé une profondeur de corrosion. Ma deuxième inspection, j'ai fait une autre profondeur de corrosion.
j'obtiens ma vitesse. Et si je projette cette vitesse sur la vitesse critique, je peux définir la durée de vie résiduelle. C'est-à-dire que cet équipement va durer encore tout ce temps avant qu'il ne, que la défaillance ne se produise. Seulement, ces approches déterministes qui sont acceptées dans les normes internationales, elles présentent beaucoup de problèmes. On ne peut pas imaginer que la corrosion de ce point-là soit linéaire, et que celui-ci également, et qu'elle se fasse de la même manière. Donc il vaut mieux passer à des modèles probabilistes. Une estimation probabiliste de la durée de vie, on peut prendre, si j'ai la vitesse de corrosion de plusieurs points, statistiquement, je peux définir une probabilité de distribution de la vitesse. Et à ce moment-là, je peux définir l'évolution, si j'ai la vitesse probabilisée, je peux définir l'évolution probable de la profondeur de corrosion. Mathématiquement, tout le monde le sait, une loi normale par un scalaire donne une autre loi normale. La loi normale est la plus utilisée. Pour l'explication, c'est la meilleure, mais en pratique, ce n'est pas la meilleure. Donc, maintenant, voilà, j'ai la distribution donc comment on va en probabilité de l'évolution du défaut. Maintenant, je dois définir aussi, je parle de définition de la vie résiduelle, je dois définir donc une épaisseur critique. Et la probabilité de défaillance, ça va être l'air assuré qu'il y a ici. Maintenant, pour définir la durée de vie résiduelle, je dois, cette distribution, je dois la projeter dans le temps. Et donc, ça me donnerait quelque chose comme ça. La première année, c'est ça. La deuxième année, elle va avancer. Ici, le risque est nul. Ici, le risque est nul. Après, la troisième année, le risque commence à être sensible. La quatrième année, il augmente. La cinquième année, peut-être. En général, pour définir la durée de vie, il faut que je me donne un seuil de risque acceptable. Donc, en général, dans le secteur des hydrocarbures, ce seuil de risque est de 10-3, c'est-à-dire 1 sur 1 millier. C'est assez rigoureux. Ceci se comprend par la nature même du produit qui est transporté et par sa dangerosité. Maintenant, qu'est-ce que l'obsolescence? On a parlé d'obsolescence tout à l'heure. Bon, il y a plusieurs définitions de l'obsolescence et c'est un vaste sujet qui aurait pu faire même l'objet d'une conférence entière ici. Donc la première définition qu'on rencontre, l'obsolescence, c'est quoi? C'est le vieillissement technologique. Mais c'est quoi le vieillissement technologique? Déjà, il y a une antinomie. Tout à l'heure, nous avons dit que le vieillissement n'était pas lié à l'âge, mais il était lié à la dégradation. D'accord? Et donc, il y a cette définition ne satisfait personne. Une deuxième définition, l'obsolescence technologique, désigne le fait qu'un produit encore en bon état de fonctionnement apparaisse comme dépassé. Ça peut être souvent dans l'exemple des smartphones. Il y a 2 ans, il était à la mode, 2 ans après, il est dépassé. On dit qu'il est obsolète. La définition 3, c'est celle de la norme CEI 62402. Elle utilise le mot obsolète pour désigner un produit qui, pour différentes raisons, n'est plus disponible. Bon. Ce que je préfère, moi, c'est la définition 4. L'obsolescence caractérise la difficulté, voire l'impossibilité, de réparer un équipement pourtant en bon état. Ce qu'on appelle l'obsolescence indirecte. La décision de l'analyse d'obsolescence donc, sera sur la base d'investigations technico-économiques, son remplacement ou son maintien. Donc, il est possible
qu'on maintienne, plutôt qu'on soit tenu de remplacer un équipement qui est en bon état de fonctionnement. Donc, dans le cadre d'un cadre LifeX, que représente l'obsolescence? Donc, l'obsolescence d'un équipement est généralement le résultat d'une évolution qui peut concerner la technologie, la réglementation, les surcoûts pour l'exploitant. L'évaluation dans un cadre LifeX implique l'analyse des problèmes liés à chaque équipement supposé obsolète, des gains attendus de son remplacement, de l'influence des exigences et de nouvelles réglementations, HSE en particulier. Elles évoluent, je donne juste un petit exemple. Après le protocole de Kyoto, il est question de réduire les émissions de gaz par les torches. Et il y a un programme qui est fait en Algérie, et donc un équipement peut-être qui est nouveau, mais qui ne répond plus aux exigences réglementaires, devient lui-même obsolète. Et donc, a changé. Il y a un vaste programme pour Sonatrach pour utiliser ce qu'on appelle la récupération des gaz torchés pour être en conformité avec ce point-là. Bon, j'ai juste ici donné un exemple comment quantifier l'obsolescence. Je reviens à l'OB1, au fameux ALCO. Donc moi j'ai fait mon stage, mon premier stage d'ingénieur ici à Bougie. Et qu'est-ce qu'on a? Il y a un truc assez bizarre qu'on a constaté, les gens de la fiabilité parlent beaucoup d'historique de défaillance et des réparations. Quand vous prenez les ALCO, le taux de défaillance est assez bon. Les durées de réparation, vous avez deux distributions. Donc, une distribution avec une moyenne à peu près de 14 heures et une autre distribution avec une moyenne de 2400 heures. Donc, je me souviens qu'à l'époque, en tant qu'ingénieur, quand j'ai présenté ça il m'a dit c'est des données aberrantes, il faut les enlever. Statistiquement, c'est ce qu'on fait. En réalité, elles ont un sens. Pourquoi 2400? Ça veut dire qu'à un certain moment, parfois la pièce était disponible, la réparation se faisait dans les normes. Parfois, elle n'était pas disponible et il fallait la chercher. Et elle pouvait mettre 3, 4, 5 mois avant de pouvoir arriver. Donc, comment tester l'influence de cette obsolescence? Équipement en bon état, difficulté de le réparer. Donc, on a utilisé une représentation, une station de pompage avec un 3+1, c'est-à-dire 3 pompes et une redondance, et on a introduit une probabilité de non-disponibilité de la pièce de rechange. Nous avons donc pris un cas où la pièce de rechange, un cas de base, où la pièce de rechange serait tout à fait disponible, donc avec un bêta égale 0, et le cas où la pièce de rechange serait indisponible 4 fois sur 5, donc avec un bêta égal à 0,8. Et nous avons comparé, donc, calculer les états de défaillance des différents, la production associée à chaque cas de différence, et on s'est aperçu donc qu'avec ça, la production chutait pratiquement de 3,57%, ce qui est énorme. Donc, si on considère le prix du baril, ce qui est très consistant. Donc sur cette base-là, on peut éventuellement juger si un équipement obsolète peut être changé ou non. La division des installations en unités gérables, ça fait partie aussi de la FX, c'est tout simplement facile à expliquer dans le sens où ces installations sont très complexes. Quand on nous a donné le cahier des charges du fameux GTFT pour le LifeX, il y avait plus de 1200 équipements répertoriés. Évidemment, on ne va pas faire l'inspection et l'analyse de 1200 équipements, ça va prendre énormément de temps. Donc on va commencer d'abord par diviser chaque unité en ce qu'on appelle une division systémique, de manière à la rendre gérable, étudiable, si on veut. Donc on a l'unité, ensuite on la divise en sous-systèmes, et chaque sous-système est divisé en composants. Donc on pourra utiliser l'analyse des composants et remonter.
Et nous verrons plus tard qu'il ne faut pas utiliser, il faut pas tester tous les composants. Voilà. La criticité des équipements et hiérarchisation. Il y a deux critères de criticité, ce qu'on appelle la criticité opérationnelle et la criticité environnementale. La criticité opérationnelle peut être estimée par analyse RAM, FMD, fiabilité, maintenance, disponibilité, par le RBI, Risk Based Inspection, ou l'AMDEC. La criticité environnementale, par les études Envid Hazid, à l'appel HAZOP, Hazard and Operability Study, et surtout par le QRA, Quantitative Risk Assessment. Voilà. Ensuite, on va hiérarchiser les équipements. Si j'ai 1200 équipements, je vais les hiérarchiser en fonction de leur criticité. Et donc, les éléments critiques feront l'objet d'une analyse, mais les éléments non critiques ne seront pas étudiés. Ce qui rend le programme gérable. Seuls les équipements dont la criticité est vitale ou importante sera considérée dans le LifeX. Ensuite, la finalité du LifeX, c'est d'établir les actions à mener en vue de prolonger cette durée de vie. Donc, un exemple, on définit 5 niveaux, d'accord? D'abord, les remplacements nécessaires dans une durée, la durée de vie de l'équipement, remplacement, c'est-à-dire avant la fin de la durée de vie, il faut remplacer. Des travaux majeurs dans la durée de vie indiquée de l'installation, les travaux mineurs, les maintenances de routine et les études spécialisées s'il y a lieu. Ensuite, il faut également classer ces actions dans le temps, actions à court terme, actions à moyen terme, actions à long terme. Voilà. Un organigramme type d'une étude LifeX. Quand je dis type, ça veut dire que cette organisation n'est pas obligatoire pour n'importe quel système. Elle peut changer en fonction des données, on verra du site, on verra plus tard. Donc la première étape, c'est la collecte et la consolidation des données, la division des installations en unités gérables pour que le travail puisse être réalisé, évaluation de la criticité des équipements, évaluation de l'état des équipements, l'estimation de la durée de vie résiduelle, l'analyse de l'obsolescence, le listing des actions à mener sur les équipements, l'évaluation financière des actions à mener, et enfin, une synthèse des résultats de l'étude LifeX. On va maintenant passer à une étude de cas. D'accord? Donc, c'est un projet qu'on a acquis, donc que Pegasus Engineering a acquis auprès de SARPI pour le compte de Sonatrach. Donc, l'intitulé des projets s'appelait « Étude d'engineering de détail de transfert de l'unité de déshydratation située ». J'ai mis XXX parce qu'on est tenu par des trucs de confidentialité, vers un site YYY. Mais le projet est réel. Hein. Voilà. L'unité de déshydratation, c'est celle-là. Projet confié à Pegasus Engineering. Cette station de déshydratation de gaz a été construite en 1993, c'est-à-dire il y a 30 ans. Elle était toujours opérationnelle jusqu'à ce que le client décide d'étudier l'opportunité de la transférer du site XX vers un autre site YYY. C'est comme ça qu'on nous a présenté le projet, avec des exigences du client. Mais après analyse de ces exigences, en fin de compte, on s'est aperçu que c'était une étude LifeX, qui ne disait pas son nom. Parce que, tout simplement, le concept de LifeX n'a pas encore intégré les potentiels industriels. Je pense qu'il va le devenir de plus en plus. Les principaux objectifs de cette étude. Sur la base des résultats d'inspection, il y a lieu de s'assurer que l'unité est fiable. On va faire ça par une analyse RAM. Que l'unité est sûre.
qu'elle n'est pas dangereuse dans le contexte où elle va être placée par une analyse QRA, que l'unité est fonctionnelle d'un point de vue exploitation. Donc ça, c'est du process, c'est une simulation sous logiciel AI6. Et enfin, que l'unité sera remontée sans problème en faisant une modélisation 3D. Nous allons reprendre ces quatre... Donc, la première des choses, c'est la division des installations en unités gérables. Pour cette unité, c'était évident. Il y a donc le ski d'absorption d'aéroréfrigérants et les skis de régénération de glycol. Bon, rapidement, pour ne pas ennuyer les gens qui ne sont pas en technologie, donc le diagramme du flux des skis d'absorption. Le ski d'absorption comprend deux ballons séparateurs, une colonne d'absorption et un ballon de fuel gaz. Ça, c'est le schéma des flux. Ensuite, le deuxième, le skid de régénération et son schéma des flux. La criticité se fera par analyse RAM et la criticité environnementale par analyse QRA. L'analyse RAM, FMD, je pense que beaucoup connaissent ce que c'est donc analyse de la fiabilité, de la maintenabilité et en fin de compte de la disponibilité. Hypothèse de base, l'unité de déshydratation a été installée en 1993, soit une durée d'exploitation de 30 ans. Néanmoins, il a lieu de noter que, selon l'exploitant, l'unité était parfaitement fonctionnelle jusqu'à son démontage. Le dernier contrôle technique de l'unité effectué par l'entreprise Enact entre ces deux dates-là a conclu au bon état des principaux équipements. Néanmoins, les deux pompes de glycol seront remplacées par de nouvelles pompes et le garnissage de colonnes se fera objet d'un diagnostic ultérieur et ça sera changé s'il y a lieu. Voilà. Donc, ce diagnostic-là n'a pas été fait par Pégase, il nous a été fourni. Donc, l'étape, si vous voulez, d'inspection que j'ai citée comme étant la base, ce n'est pas nous qui l'avons fait, nous avons utilisé les résultats qui nous ont été donnés. Bon, ensuite, pour l'analyse RAM, donc on passe par un diagramme de fiabilité. Je n'ai pas tout représenté, juste le sous-système de régénération. Ensuite, les indices de fiabilité génériques. Sur la base, donc on a utilisé la base de données OREDA et on a donc le taux de défaillance, lambda upper and lambda plutôt le temps de réparation actif. Et on a obtenu les graphes suivants. Donc, la distribution de la fonction fiabilité, la distribution de la fonction de défaillance et la distribution de la maintenabilité. La synthèse de l'analyse RAM, en admettant une durée de révision prophylactique, c'est-à-dire une durée de révision nécessaire, même si tout fonctionne bien, il faut arrêter pour faire une révision générale. C'est un peu comme une révision générale de voiture. Donc, prophylactique de l'unité de 15 jours par an. Si on considère l'unité comme pratiquement neuve, ce qui semble indiquer les inspections qui nous ont été fournies, sa disponibilité serait de 99%, se traduisant par un nombre d'heures d'indisponibilité annuelle de 84 heures par an. Si on considère l'unité comme vieillissante, sa disponibilité serait de 96,69, c'est-à-dire une chute de pratiquement 2,5%, et un nombre d'heures d'indisponibilité annuelle de 288 heures par an. De ce fait, la disponibilité réelle de l'unité sera comprise entre ces deux valeurs, ce qui dénote du haut niveau de performance attendu de l'unité de déshydratation et justifie l'option de sa réutilisation sur un autre site. L'analyse quantitative QRA, c'est une analyse de risque. Bon, quantitative. Remarquez que même pour une analyse QRA, le départ, c'est toujours une défaillance. D'accord? Ici, il y a l'organigramme classique d'une analyse QRA. Je voudrais revenir juste sur
l'arbre des événements en cas de fuite de gaz. Donc, suite à une défaillance, si on a une inhibition, une inflammation immédiate, donc on a ce qu'on appelle un jet fire, un feu chalumeau. Si elle n'est pas immédiate, mais l'inflammation est retardée, on peut avoir une explosion, mais l'explosion ne peut arriver que dans ce qu'on appelle des milieux confinés ou semi-confinés. En espace libre, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle un flash fire, un feu éclair. D'accord? Et dans le cas où il n'y a pas d'ignition du tout, il y a dispersion du gaz sans incident. Bon. Pour faire une étude QRA, il faut prendre des scénarios de défaillance. D'accord? Donc, ils sont tirés également aussi, on utilise beaucoup les données issues des bases de données. Donc, ici, pour le skid d'absorption, nous avons utilisé 10 scénarios. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle une matrice de crise qui est en classe ces scénarios où il se trouve. S'il se trouve dans la zone jaune, qu'on appelle la zone alarme, as low as reasonably practicable, ou en zone verte, c'est-à-dire qu'il y a une zone tolérée, ça veut dire que l'installation ne présente pas de danger. Si par contre le scénario se situe en zone rouge, ça veut dire qu'il y a danger. On utilise aussi ce qu'on appelle l'IRPA, Individual Risk Per Annum, c'est la probabilité de décès d'une personne par an. Donc, celle-ci est fixée par les normes, c'est-à-dire que le risque de décès pour le personnel doit être inférieur à 10 puissance moins 3. On utilise aussi pour tester des gens qui éventuellement seraient autour de l'installation, ce qu'on appelle le public. Et là, le risque, il doit être de 10-4. Et en utilisant le logiciel FAST, vous avez ici ce qu'on appelle des isocontours IRPA. Et on s'aperçoit que l'IRPA autour de l'installation, là où sera la future installation, est de 10 puissance le rouge, 10 puissance moins 8. Très, très, très faible par rapport aux 10 puissance moins 3 ou aux 10 puissance moins 4. Donc, ce qui conviendrait de dire que le déplacement de la station sur le nouveau site ne présente pas de danger particulier. Maintenant, il faut s'assurer aussi que l'installation fonctionne, parce que vous l'avez changé, ça veut dire que le gaz lui-même, c'est celui d'un autre champ, il peut être différent, les conditions de pression et de température peuvent être différentes, donc il faut vérifier que ça peut fonctionner. Cela se fait par une simulation de process sur le logiciel I6. Nous avons ici les scénarios qui ont été étudiés. Je passe sur... Et donc, il s'avère que l'unité de déshydratation, pour les débits de gaz compris entre 100 000 et 700 000 standard mètres, ne posera pas de problème. Par contre, pour des débits d'exploitation inférieurs à 100 000, l'efficacité de séparation peut être obtenue par réduction de pression à l'entrée de l'unité de l'action d'avant. Bon, je passe dessus, c'est technique. La modélisation 3D, maintenant, on cherche à transférer une unité qui était dans un site dans un autre. C'est-à-dire qu'il faudra la découper carrément. Bon, pas découper, mais la démonter. Non. Et les gros problèmes dans des histoires de démontage, c'est le remontage. Donc, ce qu'on a utilisé, nous, c'est ce qu'on appelle une modélisation 3D par laser scanning. Voilà le scanner. Pegasus dispose d'un scanner Leica de dernière génération, et c'est ce qu'on a appliqué. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Aïe, il a disparu. Pardon, une seconde. Je suis dans les temps. Bon, je voulais vous montrer comment on obtient une représentation 3D. Je vais essayer peut-être tout à l'heure, parce que là j'ai un petit problème.
Donc l'idée, c'est de reconstituer toute l'unité dans un modèle numérique. Quand vous partirez là-bas, le moindre boulon, vous allez connaître sa position. Vous ne risquez plus jamais de vous perdre dans ces histoires-là. Et ça, je pense que ça a été pour la première fois appliqué en Algérie. Et d'ailleurs, quand on a présenté ça aux gens de Sonatrach, ils étaient pratiquement... J'aurais aimé vous montrer le résultat qu'on obtient. Je vais essayer peut-être durant le truc. Je vous remercie de votre attention.